Bonjour, nous abordons le nouveau thème du patrimoine en se posant la question déjà de la définition du patrimoine. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine? Dans une première partie de la propriété privée au patrimoine, distinguer la différence entre propriété privée et patrimoine. Trop souvent, on considère que le patrimoine, c'est simplement ce qu'on possède. Alors c'est vrai en termes financiers, si on s'interroge sur ce que c'est que le patrimoine d'une personne ou le patrimoine d'un foyer, mais ici on parlera du patrimoine au sens social du terme, au sens historique et politique du terme. Le patrimoine, déjà, c'est un terme qui a une étymologie. Le patrimoine, c'est ce qui se possède et s'hérite. Alors, l'étymologie qui permet de dire cela, c'est que le mot patrimoine vient du latin pater, patris, qui veut dire le père. Le patrimoine, c'est ce qui vient du père, donc ce qui s'hérite. Et si cela s'hérite, cela se possède. Mais cette définition a une implication. Si on possède le patrimoine, eh bien, on va le conserver un certain temps. Et le patrimoine a ceci de particulier, et se distingue de la propriété privée à ce titre, que le patrimoine implique la responsabilité de le conserver. Un patrimoine n'est pas une simple propriété privée dont on peut jouir à sa guise. Parce que c'est ça la définition dans le Code civil de la propriété privée, c'est ce dont on peut jouir de manière la plus absolue. C'est comme ça que c'était défini dans le Code civil quand Napoléon l'a écrit en 1804. Eh bien, le patrimoine, c'est une propriété, mais c'est une propriété à laquelle est rattachée une responsabilité, la responsabilité de la conserver de façon à pouvoir la transmettre après. Un patrimoine ne se dilapide pas, alors qu'une propriété, a priori, peut se dilapider. Donc le patrimoine, bien oui, c'est une propriété, mais c'est une partie de la propriété qui dépasse l'intérêt de l'individu lui-même. Le patrimoine dépasse l'intérêt de l'individu lui-même, il implique que, au fond, il soit soustrait aux droits ordinaires de la propriété privée. On ne gère pas le patrimoine comme on gère n'importe quelle propriété privée. Donc ça, c'est la première réalité. Le patrimoine, c'est une propriété privée, mais c'est un peu particulier parce que cela s'hérite, cela doit pouvoir se transmettre et donc cela doit pouvoir se conserver. On a une responsabilité vis-à-vis du patrimoine. Par extension, le patrimoine, et c'est ça qui nous intéressera ici, c'est plus que la propriété d'un individu ou d'un foyer. Le patrimoine, c'est le bien commun d'une société. C'est-à-dire ce qu'une société possède. Alors, ça peut être possédé par l'État, ça peut être possédé par des groupements et des associations, par des collectivités locales, mais cela peut être possédé aussi par des individus. En tout cas, ça constitue le bien commun d'une société. Le patrimoine, c'est en fait un objet, enfin, c'est plutôt l'ensemble des objets durables, il faut que ce soit durable pour que ce soit transmissible, des objets durables autour desquels peuvent se rassembler une société. Les objets autour desquels une société peut construire son identité. Les objets autour desquels une société peut nourrir des représentations et construire un imaginaire commun. Donc dans le patrimoine, il y a des symboles. Si vous voulez, les symboles, ce sont des objets qui ont un sens qui va au-delà de l'objet lui-même, et des objets qui représentent une réalité abstraite. Eh bien, dans le cas du patrimoine, ce sont des objets symboliques. Et ce sont des objets, on pourrait le dire d'une autre façon, des objets qui matérialisent l'identité d'une société. Au fond, une société, pour exister, a besoin d'une identité, mais cette identité, il n'est pas toujours facile de l'appréhender, de se la représenter, de l'identifier. Eh bien, le patrimoine permet justement cette identification parce qu'il matérialise, il donne une réalité matérielle à cette identité, à cette réalité
psychologique, sociologique, anthropologique, qui est l'identité de la société. Alors cela implique qu'il faut trouver un compromis entre propriété privée et appropriation collective. Et oui, parce que le patrimoine, bon, c'est quelque chose qui peut se posséder, c'est quelque chose qui se possède et s'hérite, qui se transmet. Donc c'est une forme de propriété privée. Oui, mais en même temps, si c'est le bien commun d'une société, il faut que la société puisse se l'approprier. Et il va falloir trouver un compromis, justement, entre ces deux réalités. Le premier compromis, il va pouvoir se construire grâce à l'action de l'État. L'État, au fond, c'est le garant de l'intérêt collectif. Et l'État doit pouvoir arbitrer entre appropriation collective et propriété privée. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec un objet patrimonial ? On ne peut pas en jouir de la manière la plus absolue, même si c'est notre propriété privée. En même temps, l'État ne peut, enfin, la collectivité, on va dire au sens large, ne peut s'approprier entièrement un objet patrimonial au nom du fait que ce serait le bien commun d'une société. Eh bien, l'État va devoir justement arbitrer, et l'intervention de l'État sur le patrimoine est particulièrement légitime, y compris s'il s'agit de propriété privée, justement parce que c'est du patrimoine. Donc l'intervention de l'État là-dessus est importante, nécessaire, et légitime et acceptée. Il y a à l'origine de la notion de patrimoine, il y a un compromis intéressant qui a été trouvé, compromis qui a été élaboré dans les sociétés antiques particulièrement sociétés grecques et romaines. Ce compromis, c'est ce qu'on appelle l'évergétisme. Alors l'évergétisme, c'est en fait le financement privé, par des intérêts privés, par des individus, le financement privé de monuments ou d'événements d'ailleurs, ça allait au-delà, l'évergétisme allait très au-delà de la construction de monuments, mais enfin ce qu'il en est resté aujourd'hui, ce sont les monuments, ce qui est devenu vraiment patrimonial, ce sont les monuments. L'évergétisme, c'est le financement privé de monuments, et des monuments qui sont des lieux prestigieux et symboliques, des monuments dont le prestige rejaillit sur les financeurs. C'est-à-dire que les financeurs tirent un prestige de la construction de ces monuments ou du financement des événements, des fêtes, des jeux, ou du soutien qu'ils peuvent apporter à des pauvres aussi. Ça aussi, c'est de l'évergétisme. Mais enfin, là, ça n'a pas pris une dimension patrimoniale. Et le prestige de ces monuments, de ces évergésies, les évergésies, c'est tout ce qui est financé par les évergètes, voilà un peu de vocabulaire, le prestige de ces évergésies rejaillit sur les financeurs qui en tirent du prestige et qui ensuite vont l'utiliser pour se construire une carrière politique, par exemple. Et le patrimoine financé par l'évergétisme, eh bien, ce sont des biens communs. Ça devient le bien commun de la société, mais rattaché à une personne privée. Alors le monument que j'ai représenté ici, c'est un monument qui se trouve à Athènes, qui a été financé par un riche athénien, Hérode Atticus, au IIe siècle après Jésus-Christ. Alors à cette époque-là, Athènes fait partie de l'Empire romain, on n'est plus dans l'époque classique grecque, mais ça reste une capitale culturelle, et on y construit toujours des monuments, et on y a construit notamment un théâtre qui est l'un des théâtres antiques les mieux conservés du monde. Et ce théâtre, c'est Hérode Atticus qui l'a financé. Par conséquent, tout Athènes se souviendra d'Hérode Atticus. Et lui-même, donc c'était en 161 après Jésus-Christ, lui-même en a joué après, parce que son nom reste gravé quelque part sur le théâtre, ou du moins tout le monde sait que c'est lui qui l'a construit. Donc voilà un exemple de compromis construit entre l'action de l'État et l'action privée. Le patrimoine, il se trouve comme ça au croisement entre le public et le privé.